du prix du ticket de bus au Brésil, une situation décriée par les usagers et les associations de consommateurs. Une offensive a été lancée contre les rebelles burundais en République démocratique du Congo, une opération menée par les casques bleus et l'armée congolaise. Les autorités nigériennes redoutent une invasion de Boko Haram. La secte islamique représente le problème sécuritaire le plus important de la région. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par l'actualité internationale. Une nouvelle hausse du prix du ticket de bus est entrée en vigueur en ce début d'année au Brésil. Le prix du ticket connaît une hausse de 13,3%, une hausse fortement dénoncée par les usagers et associations de consommateurs. Nouvelle année, nouvelle hausse du prix du ticket de bus à Rio de Janeiro et dans d'autres grandes villes du Brésil. Il passe de 3 à 3,40 reais, soit une augmentation de 13,3% malgré les injonctions du ministère public préconisant un tarif inférieur ou égal à 3,20 reais. De R$3 para R$3,40 é muito caro. Os ônibus não correspondem. Passer de 3 reais à 3,40 reais, c'est très cher. Ça ne se traduit pas dans la qualité des bus. Il y a peu de bus qui ont l'air conditionnés. Ils sont vieux, c'est de l'abus. Un abus que dénoncent tous les usagers de bus ainsi que les associations de consommateurs. Aussi envisagent-elles des actions pour faire baisser les prix. Avec un salaire minimum de 241 €, c'est dur pour un travailleur de payer tous les jours 3,70 € à 4,65 € pour aller et venir du travail. Ils disent que c'est pour améliorer le parc de bus et améliorer les véhicules, mais ça ne s'améliore jamais. Il n'y a pas d'air conditionné, les trains sont bondés, il y a beaucoup de retard tous les jours et ils ne respectent pas les usagers. Notons que début 2014, le prix du ticket de bus avait déjà subi une augmentation de 9,09% au Brésil. Aux États-Unis, il y a de cela 20 mois, la ville Boston au nord-est du pays a été le théâtre d'un carnage qui a endeuillé plusieurs familles. Le seul suspect identifié se trouve être un jeune homme musulman d'origine tchétchène. Son procès s'est ouvert ce lundi au tribunal fédéral de Boston. Un procès qui a débuté par la sélection des jurés. Reportage. Les faits remontent au 15 avril 2013. Ce jour-là, 2 bombes artisanales explosent près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Bilan, 3 morts et 264 blessés. 20 mois plus tard, l'unique suspect, Joka Tsanaev, revient sur les lieux dans le cadre de son procès et fait face pour la première fois aux jurés potentiels qui devront décider s'il doit ou non être exécuté. Ils sont au nombre de 1200 et devront se présenter jusqu'à mercredi au tribunal, où il leur est ordonné de ne parler à personne de l'affaire, de ne pas lire les journaux, ni de regarder un programme de télévision en relation avec le procès, de ne pas faire de recherche sur Google et de ne pas non plus aller sur les réseaux sociaux. Ces jurés potentiels sont ensuite appelés à remplir un questionnaire qui aidera les avocats et procureurs à procéder par élimination jusqu'à la composition du jury de 12 personnes et 6 suppléants. Les débats devraient commencer le 26 janvier. Ça va être difficile. Tout le monde va suivre le procès et ça va être dur de le suivre. Mais à mon avis, c'est une bonne chose. Il faut en finir, mettre ça dans le passé et aller de l'avant. Le fait d'être à Boston, le pays tout entier sait ce qui s'est passé. Ça va être très dur pour ce gars d'avoir un procès équitable. Joka Tsanaev, jeune musulman de 21 ans d'origine tchétchène et naturalisé américain en 2012, risque la peine capitale pour ses attentats les plus graves depuis le 11 septembre aux États-Unis.
Sur le continent africain, à présent, le député et porte-parole du principal parti d'opposition mozambicain, la Renamo, a été arrêté mardi près de Maputo dans un contexte de regain de tension entre le gouvernement et l'opposition. Selon Orlando Mudumane, le porte-parole de la police de Maputo, Antonio Mukanga a été arrêté ce matin dans une station-service de Matola pour les motifs suivants: organisation d'une manifestation illégale samedi dernier et discours d'incitation à la violence. Il est détenu au siège du commandement de la police de Maputo. Antonio Mukanga, qui vient d'être élu député à l'Assemblée lors des dernières élections d'octobre 2014, avait déjà fait l'objet d'une arrestation de 7 juillet 2014 pour incitation à la violence. Il avait été relâché le 19 août suite à l'adoption d'une loi d'amnistie dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et la Renamo. Une réunion extraordinaire sur la Libye s'est tenue ce lundi au siège de la Ligue arabe au Caire. La réunion initiée par le gouvernement libyen et soutenue par l'Égypte et les Émirats visait à aider la Libye à trouver une solution contre le terrorisme. L'Assemblée générale de la Ligue arabe a accordé son soutien aux autorités libyennes à l'issue de la réunion. Reportage. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi au terme de 8 mois de conflit en 2011, la Libye est plongée dans le chaos et les autorités n'arrivent pas à contrôler les dizaines de milices formées d'ex-insurgés qui font la loi en l'absence d'une armée et d'une police régulière bien entraînée. Le pays est dirigé par 2 gouvernements et 2 parlements qui se disputent le pouvoir à distance, l'un proche des miliciens islamistes de Fadr Libya, aube de la Libye, et l'autre reconnu par la communauté internationale siégeant à Tobrouk près de la frontière égyptienne. Selon le gouvernement libyen de Tobrouk, le terrorisme ne se contente plus de s'en prendre aux citoyens, il menace aujourd'hui les intérêts économiques vitaux de la nation comme les réservoirs de pétrole. Aujourd'hui, j'ai demandé officiellement à la Ligue arabe d'intervenir pour protéger les institutions vitales partout sur le territoire libyen et pour empêcher les groupes terroristes d'avoir recours à la violence. Mais la Libye est aussi perçue comme une menace par les pays voisins, l'Algérie, le Niger, le Tchad et surtout l'Égypte. La Ligue arabe souligne l'indépendance de la Libye et son intégrité territoriale, soutient les institutions légitimes et propose de les aider afin de construire l'État et ses multiples institutions. L'Égypte craint plus que les autres voisins de la Libye la montée en puissance de groupes liés à l'organisation État islamique dans le pays, avec lequel elle partage 1000 km de frontières. Il y va aussi des intérêts économiques de la vallée du Nil, puisque plusieurs centaines de milliers d'Égyptiens travaillent encore en Libye. Depuis ce lundi, la Tunisie a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur, Habib Essid. Âgé de 65 ans, cette personnalité qui a occupé plusieurs postes sous Ben Ali a été chargée de former un nouveau gouvernement destiné à stabiliser la démocratie naissante en Tunisie. Habib Essid, dont le nom circulait avec insistance ces derniers jours, a été choisi conformément à la Constitution par Nida Tounes, le parti majoritaire à l'Assemblée. Le vice-président du parti et président de l'Assemblée, Mohamed Ennanser, justifie ce choix par les compétences et l'expérience de Habib Essid, notamment en matière de sécurité. Mais que pensent les Tunisiens de ce choix? Nous vous proposons de suivre ici leur impression. Habib Essid a une bonne réputation. Il possède un grand bagage. Seul Dieu peut prévoir l'avenir. Nous espérons qu'il travaille pour le bien de la Tunisie. Il n'y a aucun problème. Même s'il a travaillé avec Ben Ali, il n'a pas dépassé les limites de ses fonctions. Il a fait du bon travail. Ce n'est pas parce que l'on a travaillé avec Zine Abdine Ben Ali qu'il faut commencer à se douter de tout. En ce qui me concerne, je suis à 100% contre les personnes qui ont travaillé avec l'ancien régime. Je parle des hauts cadres et non pas des fonctionnaires. Celui qui a travaillé avec l'ancien régime va se considérer une personne propre. Il va commencer à nous parler de la révolution et de ses objectifs. Je n'ai rien contre lui. Il a coopéré avec les anciens gouvernements et avec M. Beidji. Il a aussi travaillé avec Zine Abdine Ben Ali. Mais il a eu comme une sorte de convention morale pour ne pas nommer des ministres de l'ancien parti de Ben Ali. Voici un nouveau sujet de discussion.
En République démocratique du Congo, lancement ce lundi d'une offensive contre les rebelles burundais des forces nationales de libération dans l'est du pays. L'opération est menée par les casques bleus et l'armée congolaise. Plusieurs bases de ces rebelles près de la frontière avec le Burundi ont été prises, d'après le porte-parole militaire de la mission de l'ONU au Congo. Cette opération, qui durera 45 jours, peut être renouvelée au regard du bilan obtenu sur le terrain, au dire du commandant des opérations pour les forces armées de la RDC. Précisons que cette offensive entre dans le cadre d'une opération plus large contre tous les groupes armés du Sud Kivu et vise à réduire la capacité de nuisance des rebelles du Front National de Libération. Le Niger à présent, le drapeau noir des islamistes nigériens de Boko Haram est désormais visible par-delà la frontière du pays. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le maire de la région nigérienne de Difa. Pour le ministre de la Défense du Niger, Karijo Mahamadou, la présence de Boko Haram au Nigeria représente le problème sécuritaire le plus important de la région. Boko Haram contrôle depuis début octobre Malam Fatori et Damasak, deux localités du nord-est du Nigeria, très proches du Niger, conquises après de violents combats avec l'armée nigériane. Presque tous les villages, toutes les grandes villes du Nigeria, proches du Niger, sont à présent sous le contrôle de Boko Haram. Nous vivons dans la peur d'éventuelles attaques des islamistes. C'est alarmé le maire de Difa. Nous avons le Nigeria. La situation la plus préoccupante pour nous aujourd'hui, c'est le Nigeria. C'est la situation de Boko Haram. Vous savez qu'à Difa, j'ai fait déjà 2 tours ou 3 tours à Difa pour essayer d'encourager les hommes sur le terrain. Nous sommes en opération à Difa. Nous sommes donc sur notre territoire et en train de défendre fermement les limites de notre territoire. Boko Haram a pris samedi dernier le contrôle d'une base militaire près de Baga et de plusieurs localités voisines dans l'extrême nord-est du Nigeria, le long des rives du lac Tchad, à cheval entre le Nigeria, le Tchad et le Niger. Baga, qui est un poste où l'armée nigérienne, l'armée tchadienne et l'armée nigériane se retrouvaient à un moment donné, a été pris par Boko Haram. Mais heureusement, nous avons constaté la détérioration de la situation et nous avons anticipé. Depuis novembre, nous n'étions plus à ce poste-là. La proximité des positions de Boko Haram avec le Niger devient de plus en plus inquiétante pour les Nigériens. Un jour, ces gens vont vouloir nous attaquer, ne serait-ce que pour jauger la capacité de notre armée. C'est inquiété le maire nigérien qui signale des départs de nombreux jeunes de plus en plus attirés par les offres de Boko Haram qui leur proposent jusqu'à 300 000 francs CFA par mois. Fin décembre, le gouvernement a annoncé la mise sur pied dans l'est du pays de la plus grande opération militaire jamais montée au Niger, baptisée Nga, pour faire face à toute éventualité. À présent, l'actualité sur le continent africain telle que relayée par les journaux et sites d'information, c'est la revue de presse que vous propose la rédaction de Sika. La revue de presse de ce mardi, nous la démarrons par la République démocratique du Congo, où le séjour du président Joseph Kabila dans le Katanga a fait le chou gras des pages des canards parcourus. Forum des As nous fait lire à travers ces pages que le chef de l'État s'est entretenu hier avec les notables katangais. Un échange franc et sincère d'après le quotidien congolais d'information, au cours duquel Joseph Kabila a tenu à préciser, à recadrer et à fixer les opinions sur certaines questions, notamment les enjeux de 2016. Concernant 2016, il a profité pour réaffirmer son engagement à respecter la Constitution, précise le quotidien Forum des As. Le potentiel qui a assisté aux échanges de Katanga fait noter pour sa part 2 grandes absences autour du président Kabila. Le journal écrit noir sur blanc qu'on pouvait constater les absences du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et le président de l'Assemblée provinciale de la même province, Kyungu Wakwanza, alors que Joseph Kabila avait réuni députés et sénateurs originaires du Katanga pour leur faire part de ses préoccupations pour un retour au calme dans la province. Ce qui permet aux tabloïds de conclure que le Katanga bouillonne toujours et les tensions sont loin d'être dissipées. Au Mali, la ville de Nampala, près de la frontière mauritanienne, a été visitée par des assaillants armés qui, au cours de leur assaut, ont tué au moins 7 soldats maliens. Ça commence à devenir un peu trop,
C'est du moins le constat fait par le quotidien malien Le Républicain. Le journal écrit que cette attaque intervient 5 jours après celle contre le maire d'Ondéran-Boukane, dont les obsèques ont eu lieu dimanche dernier, et 2 jours après l'attentat commis sur l'as Assongo-Menaka contre un contingent nigérien de la MINUSMA, faisant 6 blessés, dont 3 graves. La coordination des mouvements de l'Azawad s'est fondue d'un communiqué dans lequel il rejette la responsabilité de l'attaque sur les djihadistes, rapporte Malijet. Quand un terroriste condamne un terroriste, s'exclame le site malien d'information qui ne semble pas convaincu par ce communiqué et qui estime que les mouvements de l'Azawad et les djihadistes ne font qu'un. Pour le quotidien burkinabé aujourd'hui au Faso, il n'y a aucun doute, les récentes attaques, notamment celle de Nampala, sont le fait du groupe islamiste Ansardine. Le Canard justifie sa position par le fait que ce groupe veut un territoire dans le nord du pays et c'est par ce genre d'action, une guerre d'usure tout en jouant la montre à Alger, qu'Ansardine et d'autres mouvements espèrent parvenir à leur fin. Au Cameroun, le quotidien de l'économie s'est intéressé à la baisse du prix du carburant en Afrique de l'Ouest. Le journal nous informe de ce que, suite à la baisse du cours du pétrole à l'international, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire en tête, ont déjà procédé à une baisse systématique des prix à la pompe. Le confrère fait lire qu'au mois de décembre 2014, les prix du super sans plomb et du gasoil avaient enregistré une baisse. Le quotidien de l'économie constate que cette baisse a atteint 50 francs CFA dans certains pays, bien loin du Cameroun qui reste encore campé dans sa hausse de prix depuis le mois de juillet 2014. Et ce sera tout pour ce mardi. Merci pour votre attention. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme dans notre compagnie.